Merci beaucoup, Axel, vielen Dank, Axel, et le bureau du VID pour leur confiance. Je voudrais à mon tour excuser Frédéric Abitbol, qui nous rejoindra cet après-midi, mais qui est retenu à Paris pour un dossier important. Donc voilà, c'est ça aussi la vie des praticiens de l'insolvabilité, c'est d'être disponible pour évidemment les clients et les tribunaux quand on vous demande d'être disponible. Donc je pense qu'il est tout excusé. Je voudrais remercier Axel, le bureau du VID, et bien évidemment le bureau du Conseil national également, Frédéric Abitbol, François Desprats qui est ici, et l'ensemble des représentants du Conseil national. Remercier également Robert Haenel, puisque c'est la deuxième fois que nous sommes en charge de ce rendez-vous. Ça a été un succès l'année dernière, donc j'espère que ce sera également un succès cette année. Mais si les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément, puisque l'année dernière j'avais en charge la conclusion, et cette année j'ai la rude responsabilité de l'introduction et du discours introductif pour notre manifestation. Et entre-temps, il y a eu une initiative de la Commission, une proposition de directive le 7 décembre 2022. Et cette proposition amène quatre commentaires. Alors du coup, j'ai Judith Hilfemich. Nein. Voilà. En 4 points. Donc cette directive m'amène à faire un commentaire en 4 points en introduction de nos travaux. Des félicitations, un regret, un encouragement et une menace à écarter. Alors, je vais me lancer en allemand. Eine Gratulation, eine Bedauern, eine Ermutigung, eine Abzuwehrende, ja, Gefahr. Ich habe alles Deutsch verwendet, was ich hatte. Ich fahre auf Französische fort. Alors, une gratulation, une félicitation, des félicitations à la Commission européenne pour cette nouvelle étape et des avancées réelles. C'est une accélération qui est la bienvenue. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, il y a eu un décalage entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité. De façon assez étonnante, le droit européen s'est intéressé à la création des entreprises dès 1968, première directive. Le droit européen s'est intéressé à la vie des entreprises avec des directives européennes, y compris d'ailleurs sur la comptabilité, donc des directives à la fois juridiques et comptables. Mais par contre, il n'y avait rien en ce qui concerne les difficultés des entreprises. Or, le droit européen ne pouvait pas se désintéresser des difficultés des entreprises. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que par rapport aux États-Unis, on était dans une situation à front renversé, puisqu'aux États-Unis, le droit de la faillite est un droit fédéral, alors que le droit des sociétés est au niveau des États. Et en Europe, c'était finalement l'inverse. Mais si aux États-Unis, le droit de la faillite est un droit fédéral, c'est parce qu'il y a aussi de bonnes raisons dont on pouvait s'inspirer ici en Europe. Alors pourquoi le droit de la faillite a pris autant de retard ? C'est parce que tout simplement les États ne voulaient pas abandonner leur souveraineté dans ce domaine, puisque qui dit redressement ou liquidation d'entreprise dit aussi évidemment des sujets sociaux sensibles, des emplois à supprimer, des syndicats ou des manifestations, une pression politique sur les gouvernements qui voulaient garder la main sur ces sujets. Il y a d'autres raisons également, la question des groupes de sociétés qui était difficile à prendre en compte. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place dès 1968, mais qui n'a abouti qu'en 1995 à un projet de convention qui donnera ensuite lieu au premier règlement de 2000. Et le sujet des groupes de sociétés, c'était un sujet extrêmement compliqué et bloquant. Et puis, il y a aussi tout simplement une autre raison purement technique, c'est que quand on parle de droit des entreprises en difficulté,
de droit de l'insolvabilité, on évoque forcément également l'organisation judiciaire, les professionnels, le droit des sûretés, donc une partie du droit civil, voire même les régimes matrimoniaux, le droit commercial, le droit des sociétés, qui sont des matières purement nationales. Et donc, c'était difficile de toucher à un sujet que l'on voulait purement européen sans toucher à ces sujets nationaux. Mais toujours est-il que cette situation ne pouvait pas durer parce qu'elle était préjudiciable pour le marché unique, préjudiciable pour l'environnement juridique, économique et l'attractivité de l'Europe, préjudiciable également pour la mobilité des entreprises, des capitaux et des investissements en Europe. Donc il fallait mettre fin à cette situation. Et ça s'est fait progressivement. Il y a eu d'abord le règlement de 2000, puis la directive de 2019. Et donc on a maintenant une nouvelle proposition de directive. Donc il y a un phénomène de rattrapage et d'accélération et de rééquilibrage entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté. Et au sein de la Commission européenne, le sujet a d'abord été abordé sous l'angle des entreprises, notamment des PME. Ensuite, il a été abordé sous l'angle de la DG Justice. Et il est aujourd'hui également suivi par la DG FISMA, parce que c'est un sujet qui concerne les entreprises, leur mobilité au sein de l'Europe, et c'est un sujet qui concerne également la libre circulation des capitaux et les investissements transfrontaliers. Donc cette proposition de directive après celle de 2019 montre la volonté de l'Europe, et c'est en cela qu'il faut féliciter la Commission européenne, de rattraper le retard qu'a pris le droit des entreprises en difficulté par rapport au droit des sociétés. Et il y a effectivement des points très positifs dans la proposition de directive. On va en parler ce matin lors de la table ronde numéro 2 qui sera présidée par Jutta Rudlin, qui est ici. On va évoquer lors de cette table ronde numéro 2 les actions révocatoires, la traçabilité des actifs, la responsabilité des dirigeants, les comités des créanciers. Voilà. Donc il y a dans ce texte des avancées importantes qu'il faut souligner. Et j'ai commencé par le plus facile et le plus agréable, des félicitations à la Commission européenne. Le deuxième point, donc un regret, une bedauern. S'il y a des avancées, la proposition de directive en l'état ne représente cependant qu'une étape assez timide. On est déçu par le texte. En tous les cas, certains d'entre nous avons été déçus par le texte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sujets importants, majeurs, qui ont été omis. La définition de l'insolvabilité, par exemple. On s'attendait à ce qu'il y ait une définition de l'insolvabilité. Ne regardez pas aussi sévèrement Ondèche Vondrasek, mais voilà. Vous savez ce que je pense du sujet. Le rang des créanciers, le statut et le rôle des praticiens de l'insolvabilité. Ces trois sujets, c'était des sujets qu'on attendait dans une nouvelle proposition de directive. Alors pourquoi ne pas être allé plus loin ? On peut se poser la question. Probablement parce qu'il y avait une réticence des États. Je pense que la Commission serait allée plus loin si elle s'était soutenue par les États sur ce sujet. Donc voilà, vous êtes en partie pardonné. Et aussi parce qu'il n'y a pas de modèle non plus. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet qui nous concerne tous. Il n'y a pas de modèle européen qui s'impose. Il y a plusieurs modèles. Les Français et les Allemands, par exemple, n'ont pas tout à fait la même vision des choses. D'où l'intérêt de ce dialogue pour voir se rapprocher les points de vue. Mais le fait qu'il n'y ait pas de modèle sur l'organisation judiciaire, le statut des professionnels, sur également le fond du droit, évidemment, est un obstacle pour avancer plus vite dans cette direction. Mais alors, on peut se demander pourquoi ne pas avoir attendu plutôt que de nous proposer la directive de 2019. Dans le passé, la Commission européenne a été beaucoup plus sage. Après la résolution du Parlement européen de 2011 qui demandait un texte sur le droit de l'insolvabilité, la Commission a d'abord commencé par une communication en 2012, puis une recommandation en 2014, puis c'est seulement après qu'il y a eu une proposition de directive. Donc on aurait pu suivre le même chemin sur ces sujets, commencer par une recommandation sur la définition de l'insolvabilité, le statut des praticiens, le rang des créanciers, et puis après, quand les esprits étaient mûrs, aller plus loin
au fond du droit. Ça n'est pas le sujet qui a été, ça n'est pas la méthode qui a été choisie. On peut le regretter car si on ne règle pas les sujets de fond que je viens d'évoquer, on prend deux risques. Le premier, c'est le risque du law et du forum shopping, puisque tant qu'il y a des différences importantes entre nos droits au fond, il y a ce risque de law et de forum shopping. Et puis on prend également le risque de l'incohérence. Et je veux insister sur ce risque de l'incohérence. Dans la définition, je vais prendre deux exemples. Dans la définition de l'insolvabilité, comme il n'y a pas de définition de l'insolvabilité dans la directive, ça pose, on le verra tout au long de cette journée, un certain nombre de problèmes. Par exemple, pour positionner la période suspecte, le prépack également, ou encore les classes de créanciers. Donc le manque de définition de l'insolvabilité, ça fragilise en fait le texte et on a là un sujet de cohérence. C'est vrai aussi pour les professionnels que vous êtes, puisque tantôt ces professionnels sont rendus indispensables par la directive, tantôt ils sont écartés et on ne sait pas vraiment toujours pourquoi. Par exemple, le projet de directive vise dans son titre 2 à harmoniser les actions révocatoires et les nullités de la période suspecte. On va en parler ce matin. Mais en l'absence d'un professionnel dans 90% des dossiers, les dossiers des micro-entreprises, qui mettra en œuvre ces dispositions nouvelles sur les actions révocatoires et les nullités de la période suspecte. On pourrait faire la même remarque en ce qui concerne les mesures prévues au titre 2 ou au titre 4, qui ne peuvent pas être mises en œuvre si on n'a pas un professionnel de l'insolvabilité. Donc dans le même texte, on nous dit, dans 90% des cas, s'agissant des micro-entreprises, on n'a pas besoin de professionnels de l'insolvabilité, mais dans d'autres parties du texte, on dit, attention, là c'est important, parce que pour mettre en œuvre ces dispositions-là, il nous faudra un professionnel de l'insolvabilité. Vous voyez bien qu'il y a là un souci de cohérence dans le texte, parce qu'on n'a pas abordé la question de fond de l'harmonisation des statuts des professionnels de l'insolvabilité, au moins à minima, qui est voulu depuis très longtemps, puisque dans la proposition de résolution du Parlement européen de 2011 déjà, il y avait la volonté de voir se rapprocher les statuts des professionnels de l'insolvabilité en Europe. Alors ces sujets seront abordés dans le cadre de la table ronde numéro 4, présidée par mon collègue Philippe Dupichot. Et à ce sujet, il faut souligner que l'échange entre les professionnels français et allemands, sur ces avancées nécessaires au fond, cet échange entre professionnels français et allemands est essentiel, à l'image de la coopération franco-allemande, qui a notamment été amplifiée après le traité d'Aix-la-Chapelle, et à l'image du projet de Code européen des affaires, dont nous parlera, j'en suis certain, le professeur Dupichot. Donc ça, c'était pour les regrets. Donc, pardon, Ondrej, d'avoir été un peu sévère avec la Commission européenne sur ce point, mais ça méritait d'être dit, mais je ne mange pas. Je suis certain que vous réagirez, vous, et je vais également parler, Cyriani, qui est également présent ici, que je salue. Troisième point, un encouragement. Parce qu'il ne faut pas rester sur ses regrets, il faut aller de l'avant, et on peut passer donc au troisième point, qui est un encouragement. Alors non. Hop. Voilà, un encouragement à une Ermutigung. Les débats au sein du Conseil et du Parlement européen pourraient faire évoluer le texte. Il y aura des parlementaires européens, il y a des représentants ici du gouvernement allemand et du gouvernement français, puisque le texte maintenant est entre les mains du Conseil d'un côté et du Parlement de l'autre. Et c'est un encouragement à être plus utile et plus efficace, avec un champ d'application, par exemple, qui pourrait être agrandi. Je pense notamment à la procédure de prépack. Et on l'évoquera dans le cadre de la table ronde numéro 1 que je présiderai en remplacement de notre collègue Marie-Hélène Montserrier-Bon, qui est retenue pour des raisons personnelles à Paris. Et lors de ces débats sur la procédure de prépack, on verra qu'on ne peut pas limiter cette procédure ou l'attacher exagérément à la période de la liquidation. Et ça, c'est un peu un défaut de construction de la directive. Nous l'avons compris dans nos rencontres avec la DG FISMA et avec la DG Jury. C'est-à-dire que dans l'esprit de la Commission européenne, la directive de 2019 devait traiter des actions préventives,
et la nouvelle directive de la liquidation. Mais si on aborde la question du pré-PAC que sous l'angle de la liquidation, on se trompe. Il faut voir les choses globalement. En tous les cas, c'est comme ça, par exemple, que nous voyons les choses en France. Donc il y a un sujet de champ d'application dont il faut débattre aujourd'hui pour aller vers un champ d'application qui soit sans doute plus large que celui qui a été prévu au départ. Peut-être que ça suppose des amendements pour corriger le texte sur certains points. Il y a un sujet également, si on veut aller plus loin, de coordination. Je pense qu'il faut travailler plus à la coordination entre la directive de 2019 et cette nouvelle directive. C'est vrai, par exemple, s'agissant des classes de créanciers. C'est abordé dans la directive de 2019, c'est abordé dans la proposition directive, c'est abordé dans des termes qui sont différents, alors que les classes de créanciers, on devrait les aborder d'une façon unique, en tous les cas du début à la fin de la procédure. Donc là, on a un sujet de coordination et un encouragement à aller vers de plus de coordination entre la directive 2019 et la nouvelle directive. Il y a également un sujet de coordination à l'intérieur même de la directive nouvelle, de la proposition de directive. Et j'en reviens à la question des micro-entreprises. On ne peut pas d'un côté souhaiter que les professionnels s'occupent du traçage des actifs et de l'autre dire que les professionnels ne sont pas indispensables dans 90% des procédures. S'il y a un traçage des actifs qui est nécessaire, il n'y a que les professionnels qui peuvent déclencher ce traçage des actifs et donc l'intervention des professionnels est nécessaire dans toutes les procédures et pas seulement dans 10% des procédures. Donc il y a un sujet de coordination et de cohérence à l'intérieur même du texte. Et puis s'agissant des encouragements, je pense que ici on est dans une directive d'harmonisation minimale et il faut sans doute aller plus loin dans la liberté laissée aux États. Il y a des pays dans lesquels le système fonctionne bien. Il ne faut pas déstabiliser ces pays dans lesquels le droit donne satisfaction. Par contre, effectivement, dans le cadre d'une directive d'harmonisation minimale, aller vers plus de cohérence dans certains pays qui sont très en retard par rapport à ces pays qui sont plus avancés, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais il faut rester dans cet état d'esprit qui était l'état d'esprit de la directive de 2019, qui doit rester celui de la directive de nouvelle. Enfin, dernier point, quatrième point, donc une menace à écarter, c'est la question de l'absence de traitement des micro-entreprises. Et ce sujet sera au cœur de la table ronde numéro 3 présidée par Robert Haenel. En l'état, la proposition ne représenterait pas, s'agissant de l'intervention des professionnels dans les micro-entreprises, ne représenterait pas une avancée, mais plutôt un recul, puisque dans 90% des procédures, si on regarde les seuils proposés par la Commission, dans 90% des procédures, l'intervention d'un professionnel ne serait plus nécessaire. En tous les cas, c'est le cas en France et en Allemagne. En France et en Allemagne, dans 90% des procédures, un professionnel ne serait plus nécessaire. Ce qui pose tout d'abord un problème de principe, un sujet de disponibilité et de compétence. Dans quelle mesure le débiteur sera-t-il suffisamment disponible et compétent pour présenter une comptabilité qui soit ordonnée, pour connaître son insolvabilité ou connaître la liste de ses créanciers. D'ailleurs, la proposition directive dans le considérant 37 reconnaît elle-même que dans un grand nombre de cas, les débiteurs ne seront pas capables ni disponibles pour apporter ces éléments. Puis il y a un sujet également de conflit d'intérêts, puisqu'on a besoin évidemment d'un tiers de confiance, et le débiteur ne peut pas être ce tiers de confiance. Avec derrière un sujet très grave qui est le sujet de la lutte contre la fraude, puisque s'il n'y a pas un tiers qui intervient dans le cadre de la procédure, comment s'assurer que des actifs, par exemple, n'ont pas été détournés allant l'ouverture de la procédure. Il faut qu'il y ait un contrôle sur les flux qui sont intervenus avant la procédure, l'ouverture de la procédure. Et ce contrôle, il n'y a qu'un tiers de confiance, un professionnel qui peut assurer ce contrôle pour éviter la fraude. Il y a également un sujet de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Or, en France, mais je pense que c'est également le cas en Allemagne et dans de très nombreux pays, ce sont des professionnels qui sont en charge de vérifier que les mesures prises contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme ont bien été appliquées et respectées, parce qu'on sait très bien que, voilà, s'agissant du blanchiment d'argent, vous avez
parfois des commerces ou des petites activités qui cachent en réalité derrière des trafics qui sont extrêmement importants et graves. Et donc ce n'est pas parce que l'entreprise est petite qu'elle ne cache pas un vrai sujet ou un trafic relativement important. Ensuite, il faut également, s'agissant des micro-entreprises, et c'est là où la menace est à écarter, penser également aux intérêts qui sont à protéger et qui ne peuvent être protégés que par un tiers de confiance. Les créanciers, bien évidemment, puisque s'il y a des détournements, ils se feront au détriment des créanciers. Puis il ne faut pas oublier la question des salariés, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un ou deux ou un petit nombre de salariés que pour autant ces salariés ne méritent pas d'être protégés. Or, il y a un fonds de garantie, et seul un tiers de confiance sera en capacité d'actionner ce fonds de garantie. On pourrait ajouter qu'il y a aujourd'hui, on se préoccupe de la protection de l'environnement. Il y a un vrai sujet également, par exemple, si le site est pollué, ou s'il y a un sujet de pollution, là aussi, le débiteur peut avoir disparu. Qui va s'occuper de la dépollution du site et de ce sujet ? Vous voyez, donc, tous ces arguments plaident en faveur de l'intervention d'un professionnel. Alors, on entend évidemment l'argument de la Commission qui est le coût de cette intervention, mais on sait qu'il y a des solutions. On en a une en France. Je sais qu'en Allemagne, vous êtes également organisé en conséquence. On peut débattre des solutions à apporter pour soulager le coût de la procédure et ne pas faire peser le coût de la procédure dans le cadre d'une procédure qui est impécunieuse. Mais par contre, la question de l'intervention d'un professionnel n'est pas discutable. Elle est nécessaire et indispensable. En tous les cas, c'est ma conviction, mais nous pourrons en débattre évidemment tout au long de cette journée. Et on sait qu'en Espagne, par exemple, on a supprimé l'intervention d'un professionnel. Aujourd'hui, l'Espagne cherche à revenir en arrière et n'a pas trouvé de bonnes solutions. On a vu toutes les difficultés que cela posait, que d'aller dans cette voie qui a déjà été tentée par un pays, l'Espagne, sans succès. Pour conclure, et pardon d'avoir été un peu long peut-être, pour avancer dans ce domaine du traitement des difficultés des entreprises, il y a une responsabilité particulière de la France et de l'Allemagne pour préparer de nouvelles avancées afin d'avoir un marché unique plus cohérent, mais aussi une Europe plus souveraine au plan du droit. Et c'est une idée à laquelle tient beaucoup le président Abitbol, il en parlera cet après-midi, mais si nous ne sommes pas capables de faire émerger un modèle européen, si nous ne remplissons pas avec du droit européen le vide qui est créé, on va chercher le droit américain, le droit de common law, un droit qui n'est pas le nôtre. Donc la question de la souveraineté de l'Europe, qui est une question qui est sur la table aujourd'hui, elle est posée également au plan du droit. Voilà. Et évidemment, c'est un sujet qui concerne de façon générale les non-responsables publics, mais c'est un sujet auquel on doit aussi s'intéresser et qui doit aussi nous conduire à réfléchir et avancer dans la voie de la construction de ce droit européen de l'insolvabilité, parce que sinon, on ira chercher d'autres règles ailleurs, le Chapter 11, par exemple, aux États-Unis, plutôt que d'appliquer un droit qui pourrait être le nôtre. Donc, ce sujet de la souveraineté, c'est un sujet qui doit nous intéresser et qui doit nous pousser, Français et Allemands, à avancer dans ces directions, parce que je suis convaincu que si nous sommes capables de nous mettre d'accord, vu d'ailleurs les modèles qui sont les nôtres, Français et Allemands, derrière, on emmènera sans doute beaucoup d'autres pays et on pourra avancer plus loin au fond, dans la construction de ce droit européen de l'insolvabilité qui sera utile pour nos entreprises, pour nos pays, pour rendre l'Europe également plus attractive et plus dynamique et plus prospère. Pour conclure, je voudrais, comme je l'avais fait l'an dernier, reprendre une phrase de Konrad Adenauer, que je trouve parfaite à un moment justement où l'avenir de l'Europe se joue bien au-delà de notre matière. Et je vous invite à méditer cette phrase, moi, qui me plaît beaucoup. Personne ne peut nous empêcher de devenir plus intelligents. Niemand kann uns daran hindern, klüger zu werden. Vielen Dank. Merci beaucoup.